Bonjour tout le monde, bienvenue à la semaine 5 du cours de distribution électrique. Cette semaine, on va mettre un petit peu de côté notre code électrique. On a regardé comment faire la protection moteur puis tout ça, mais maintenant, on va regarder une autre facette. Ça va être la facette de la correction du facteur de puissance. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. On a dans un réseau triphasé ou un réseau alternatif, devrais-je dire, des notions de courant, tension, quand on a une bobine, quand on a une résistance, c'est toutes des notions que vous avez déjà travaillé avec. Maintenant, quand on installe un moteur sur un réseau de distribution, ben, on installe en réalité des bobines. On installe un dispositif créant un champ magnétique qui est fait pour tourner. Mais évidemment, ça va avoir des impacts sur qu'est-ce qui va se passer réellement dans notre réseau de distribution. Donc, on va parler de différents types de puissance, la puissance active, la puissance réactive, et ceci va nous amener à parler du facteur de puissance. Quels impacts a ce facteur de puissance-là sur les installations électriques et comment on fait pour en faire la correction. Okay? C'est des notions qui sont importantes quand on commence à être un petit peu plus dans le vif du sujet, des moteurs de plus grosse puissance, beaucoup de moteurs, un petit peu comme votre projet 2, qui est un projet d'installation de moteurs dans une usine. Ben, on ne vous le demande pas spécifiquement pour ce projet-là. Par contre, on va voir quel impact que ça a d'installer plein de moteurs comme ça sur une distribution électrique. Donc, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Donc, j'ai tiré de l'information d'une source ici qui est un document d'Hydro-Québec que je vous ai fourni dans les lectures de cette semaine. J'ai trouvé que c'était intéressant un petit peu leur représentation, là, comment ils présentent la relation entre les différents types de tension en prenant l'exemple d'un cheval qui tire un voilier. Le cheval est sur la rive, donc il marche sur la rive, le voilier est dans l'eau et il avance vers le cours d'eau. OK, c'est comme si c'était une rivière. Bon. Représentation assez simpliste des choses, mais ça explique bien qu'est-ce qui se passe en réalité. On a une corde qui relie le bateau au cheval. Donc, le cheval, il tire sur le voilier avec une certaine force. C'est la force B qui est représentée ici au complet. En électricité, on va appeler ça la puissance apparente. C'est la puissance totale qui doit être fournie par le cheval ou le réseau de distribution électrique pour alimenter notre charge. Par contre, si on regarde le voilier, lui, il se déplace en ligne droite sur le cours d'eau. Donc, la force réelle qui profite, c'est la force qui est représentée par le vecteur C ici. Donc, on a juste une force qui s'en va dans ce sens-là. Il y a une partie de la force que le cheval applique, donc la force B, qui n'est pas utile à faire avancer le voilier. Fait qu'on voit donc la force A ici, qui est une force qui s'en va perpendiculaire à l'avancement du voilier, donc qui est une puissance qui est comme perdue. C'est des pertes, tout simplement. Dans le réseau électrique, ça implique un petit peu la création des champs magnétiques pour permettre au moteur de tourner et d'effectuer son travail. Donc, si on le prend un petit peu plus en type d'énergie, point de vue électrique, on a la puissance active, qui est celle qui fournit le travail réel. Donc, dans ce cas-ci, le vecteur C, qui fournit le travail réel, c'est d'avancer. Okay? Travail réel, on le considère comme une puissance qui va être représentée par la lettre P en kilowatts. Okay? Maintenant, on a un autre type d'énergie qui est l'énergie réactive. L'énergie réactive, c'est justement, comme je disais, l'alimentation des circuits magnétiques des machines. C'est une perte et on va représenter ça par la lettre Q et on va le considérer en kilovar. Okay? C'est la représentation de la force A ici. Maintenant, la force apparente, c'est ce que voit le réseau de distribution pour être capable de fournir l'énergie nécessaire pour effectuer le travail. Donc, c'est la puissance totale, c'est la somme vectorielle
de P et Q, qui va nous donner le vecteur S, qui est représenté par B dans le cas du schéma d'Hydro-Québec. Et ça, c'est présenté en KVA. Okay? Donc, ce qu'on voit sur ce schéma-là, c'est que si on veut corriger la force A, bien, on a besoin, avec la quille et le gouverneur, d'appliquer une certaine force D pour venir corriger le facteur de puissance. Okay? C'est le bout un petit peu moins intéressant de la représentation, je dirais. Là. On va le voir un peu plus loin, comment on fait vraiment pour corriger le facteur de puissance, puis quel impact ça peut avoir. Donc, maintenant, l'impact de certains équipements. Je vous refais la même présentation qu'Hydro-Québec, mais en représentation vectorielle que vous allez retrouver dans un autre document que je vous propose comme lecture cette semaine. On représente les réels vecteurs, le P, le Q et le S, avec leurs unités respectives. On voit ici qu'on a un angle, l'angle phi, qui va nous faire, dans le fond, nous permettre de faire tous ces calculs-là. Okay? Les deux ici qu'on voit sont vraiment perpendiculaires l'un à l'autre, donc on retombe dans les mathématiques de triangle rectangle avec les sin, cos, tangente. OK, on va faire une petite révision de ça. Dans le fond, c'est des calculs que ça fait peut-être longtemps qu'on n'a pas touché, mais ça reste quand même assez simple. Ce que je vous présente ici, c'est certains types de charges et quel impact que ça peut avoir sur la fameuse puissance apparente qui va apparaître et les fameuses pertes qu'on va subir ici. Si on prend une simple résistance, okay, comme une lampe incandescente, bien, une lampe incandescente, c'est une résistance, courant passe à travers de ça, ça crée aucun déphasage, ça crée de la perte en chaleur, oui, mais ça ne va pas venir rajouter une force vectorielle à 90 degrés. Donc, on a un facteur de 1. C'est le plus haut facteur de puissance qu'on peut avoir. C'est 1. C'est comme efficace à 100%. Si on parle d'autres charges, donc moteur à induction, okay, dépendamment si on travaille à pleine charge ou si on travaille pas à 100% de la capacité du moteur, voyez-vous ici, le facteur de puissance ou l'angle qui est représenté ici va changer. Donc, on va en conclure tout de suite qu'un moteur à induction, c'est plus performant quand ça travaille à pleine charge que quand ça va travailler à demi-charge. On est plus près du facteur de 100%, on a 80% d'efficacité, disons, dans ce cas-là. OK, fait qu'on voit pour différents types d'équipements, des entraînements par thyristor, on parle d'une drive, lampe incandescente, on l'a vu, des lampes à arc au mercure, et ça, on a vraiment beaucoup un gros angle de déphasage. Lampe fluorescente, tube au néon, les fours à induction, ça peut être assez terrible sur notre facteur de puissance. Radiateur électrique, puis soudure à l'arc. Fait qu'on voit différents types d'équipements, différents impacts que ça peut avoir sur notre facteur de puissance. Maintenant, on va continuer, on va regarder les formules. Okay? Dans le fond, on a notre petite représentation vectorielle ici. On a notre puissance active qui est ici, donc la charge qui est réellement fournie par le moteur. Prenons l'exemple d'un moteur. On a le Q qui est notre puissance réactive en kilowatts, puis notre S qui est notre puissance apparente. Okay? Donc, si on prend la formule d'un triangle rectangle de base, S carré est égal à P carré plus Q carré, on isole S, ça va nous donner radical de P carré plus Q carré si on veut trouver notre S ici. OK, les autres choses à savoir, c'est que le FP, qui est le facteur de puissance, lui, c'est la puissance active sur la puissance apparente. C'est ça que je vous dis que le maximum que ça peut donner, c'est 1, parce que si on n'a pas d'angle du tout, on va se ramener ici et on va avoir les deux égales, ça va nous donner 1, une efficacité de 100%. On peut voir le facteur de puissance comme égal à cos de phi aussi. On se rappelle, cos, ça va être le côté adjacent sur
l'hypoténuse. Donc, on peut le trouver avec l'angle qu'on a ici aussi. Et on va rappeler que tan de phi va être égal à Q sur P. Donc, le côté opposé sur le côté adjacent. Ça nous donne notre tan. Fait que ça, c'est les formules de base pour être capable de travailler avec la puissance active, apparente et réactive. Les impacts d'un facteur de puissance qui n'est pas égal à 1. Évidemment, notre facteur de puissance idéal, c'est un facteur de puissance qui est égal à 1. Okay? Notre puissance active est égale à notre puissance apparente. Donc, ce que le réseau de distribution nous fournit, c'est exactement ce qu'on a besoin pour effectuer le travail. La vie est belle. Par contre, la réalité des choses, c'est pas toujours comme ça. Okay? Donc, la circulation d'énergie réactive a des incidences dues au fait que le courant appelé est plus important. Okay? Si on se rappelle notre forme vectorielle, le courant réel du vecteur le plus long est plus important à cause des énergies réactives qu'on a. Qu'est-ce que ça entraîne? Plus de courant, plus de surchauffe. Dans les câbles, dans les transformateurs, il y a des pertes supplémentaires, puis plus de courant, résistance du câble, plus de chute de tension. Les distributeurs électriques, comme Hydro-Québec, mais je vous dis, c'est partout sur la planète comme ça, ils vont être obligés de surdimensionner leurs équipements pour compenser pour ces pertes-là d'énergie réactive. Donc, eux autres sont obligés de payer pour de l'équipement de plus si les consommateurs ne consomment pas de façon raisonnable, disons. On va voir comment on peut le corriger, ce facteur-là. Il y a des choses à mettre en place pour être capable de le faire. Mais les fournisseurs d'électricité, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pénaliser les clients qui n'ont pas un facteur de puissance qui est au-delà d'une certaine valeur. Okay? Dans le cas d'Hydro-Québec, les tarifs varient en fonction des consommations, des grosseurs d'entreprise. Il y a le tarif résidentiel, il y a des tarifs d'énergie, mais il y a des tarifs pour les entreprises qui sont un tarif pour les moyennes entreprises, un tarif pour les grandes entreprises. Et le facteur de puissance à partir duquel tu vas être pénalisé, donc facturé en pénalité, il varie là, dépendamment de la grosseur de ton entreprise. Fait que pour les moyennes entreprises, on a besoin d'avoir un facteur de puissance plus grand ou égal à 90%, puis les grandes entreprises, ça a encore plus d'impact, donc plus grand ou égal à 95%, qui est demandé pour ne pas se faire charger des pénalités. Mais quel genre de pénalité on peut voir? Je vous montre un exemple de facture d'électricité d'un client industriel. Bon, désolé, là, c'est une photocopie, un scan, j'ai pas trouvé. J'ai malheureusement pas de facture ou heureusement pas de facture de cette ampleur-là qui rentre chez nous. Si vous regardez, là, ça leur coûte près de 40 000 d'électricité mensuellement. J'espère que j'ai pas ces factures-là à vous montrer qui rentrent chez nous. J'espère que vous autres non plus d'ailleurs. Donc, faire sa part, là, on voit ici sur la facture de ces entreprises-là qu'on a le facteur de puissance qui est calculé par Hydro-Québec. Il dit, hey, toi, là, ton facteur de puissance, il est à 67,7%. OK, ça, là, ça me pénalise, moi, parce que je te fournis de l'électricité que tu n'utilises pas, qui est complètement gaspillée. Donc, je vais te charger pour cette pénalité-là. OK? Donc, on voit ici qu'il y a une pénalité qui est appliquée. Il y a une prime pour facture de puissance inférieure à 90% de 1683,36 pour le mois. On s'entend que, OK, c'est pas tant que ça par rapport au mensuel ici, là. Par contre, on a vraiment 1600 $ à peu près par mois qu'on peut aller chercher si on fait la correction de notre facteur de puissance. Okay? On va continuer. Je vous montre une autre facette qu'on n'a peut-être pas remarqué. C'est sur les plaques signalétiques de moteur, on a des fois des informations qui peuvent nous être utiles pour justement le facteur de puissance. Okay? Je vous montre une plaque signalétique ici qui a été toute identifiée. Puis le premier en haut, ça donne bien, nous parle du facteur de puissance. Un cos de phi
de 0,78. C'est donné directement sur la plaque signalétique du moteur. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé de nulle part. Les manufacturiers nous donnent cette information-là parce que ça a une importance. Okay? J'ai pris un autre exemple d'une autre plaque signalétique ici, un moteur ABB. Et encore là, voyez-vous, on retrouve, c'est un moteur qui peut être alimenté de différentes façons, là, 400 volts en triangle, 690 volts en étoile. Les ampérages qui sont consommés si, dépendamment du type de branchement, de la tension, mais le fameux cos de phi qui vient arriver ici à 0,83. Évidemment, comme on a vu tantôt, le manufacturier va nous donner un cos de phi à pleine charge, okay, la capacité totale du moteur. Si on diminue la charge pour un moteur électrique, il perd de son efficacité, son cos de phi va diminuer. Okay? Et il va consommer plus de courant demandé par le réseau pour effectuer moins de travail. OK. Maintenant, il existe des instruments de mesure qui nous permettent de mesurer tout ça. Okay? Le wattmètre va nous permettre de mesurer la puissance active et le varmètre va nous permettre de mesurer la puissance réactive. Ça, on n'en voit pas tous les jours. OK, j'avoue, c'est un petit peu vieux comme équipement. Là, maintenant, on peut acheter des petits modules comme ça, vraiment pas chers, comme wattmètre. Les varmètres, j'ai pas vu énormément d'évolution, mais on voit ça beaucoup dans les centres de distribution d'énergie, des chambres électriques, qu'il y a des artères qui sont dérivées des fois vers des transformateurs qui vont alimenter des secteurs de l'usine. On voit ça sur les panneaux de contrôle qui nous donnent une idée de ce qui est consommé réellement en perte, si on veut. Si on a un beau zéro comme le cadran affiche là, c'est qu'on est parfait, mais on peut s'en aller d'un bord comme de l'autre. Si vous voulez plus de détails sur cette section-là, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil dans votre WILDI, le chapitre 25. Il explique quand même assez bien les comportements ici et justement, cette image-là vient du WILDI là, qui nous présente le varmètre. Donc, il y a vraiment des outils qui existent pour mesurer ça. On peut faire le calcul théorique, mais on peut aussi mesurer en réalité qu'est-ce qu'on a. La preuve, Hydro-Québec est capable de le faire quand il nous facture. Maintenant, on va regarder un petit peu une application. Celle-là ici est tirée du WILDI. Vous pourrez aller voir les détails de l'explication, mais en fait, ça nous montre qu'on a une source de courant alternatif qui consomme à la source 125 ampères. La source est de 424 volts. Okay? Fait qu'on a un autre instrument de mesure qui nous le dit ici. On a un wattmètre qui nous dit qu'on consomme 28 kW de puissance active, qui est représenté ici, et un varmètre qui nous dit qu'on consomme 45 kVAR de puissance réactive. Okay? Le Q est égal à 45 kW. Maintenant, ça veut dire que mon réseau de distribution au complet fournit mon 125 ampères pour aller jusqu'au moteur. Okay? Là, on dit, si on veut calculer le facteur de puissance de tout ça, on peut facilement savoir ce que la source a fourni, dans le fond, le fameux puissance apparente de la source. Okay? Ça, c'est l'électricité de base, là, donc la tension fois le courant. Okay? On a 53 kVA. Puis le facteur de puissance qu'on a vu plus tôt, ben, FP est égal à P sur S, donc la puissance active sur la puissance apparente, qui nous donne 0,528 ou 52,8%. On s'entend que ça veut nous dire que notre moteur ici n'est vraiment pas à pleine charge. Il n'y a vraiment pas une haute efficacité. OK? Comment on peut faire pour venir corriger ce facteur de puissance-là? Parce que là, on le sait très bien, là, avec un pourcentage comme ça, Hydro-Québec ne sera pas content, ils vont nous charger cher. Nous autres, on va recevoir une facture mensuelle pour ce moteur-là qui va avoir des pénalités dessus et on ne veut pas ça. Comment on fait pour corriger ça? Bien, on peut le corriger par ce qui est utilisé le plus dans l'industrie, c'est des condensateurs pour corriger ça. Le condensateur devient une source
d'énergie, devient une source d'énergie réactive. OK? Si on prend l'exemple de protection locale, je vais vous parler un petit peu de nos choix qu'on a, mais on vient euh, dire qu'on applique dans un monde idéal, OK, on avait mesuré 45 kW de puissance réactive. Dans un monde idéal, on vient compenser par 45 kW de capacité de condensateur, donc de capacité de charge réactive. Ce que ça va faire dans la réalité des choses, c'est que notre condensateur ici, qui est une batterie, là, une banque d'énergie, va venir faire un petit peu un filtre de courant, mais va absorber et redistribuer du courant. Il va vraiment agir comme une source de courant réactif qui va fournir l'équivalent de 106 ampères au moteur. Fait que notre moteur ici, là, il va encore consommer notre 125 ampères, mais notre source, à cause de la correction qu'on va avoir appliquée, va voir seulement le 28 kW de puissance réelle que le moteur utilise au lieu de voir l'énergie en cover ici qui est gaspillée. OK, fait qu'on va se ramasser avec une source de 66 ampères plutôt que 125 ampères. Là, le Wildy nous a présenté un cas un petit peu extrême d'un moteur qui a vraiment mal dimensionné, disons, puis qui a une efficacité, un facteur de puissance vraiment bas. Fait qu'on voit que l'impact est énorme. Dans la réalité des choses, si on fait notre sélection de moteur de façon appropriée, on va avoir un moteur qui va être capable de travailler à peu près à 100% de sa charge et on va avoir un facteur de puissance beaucoup plus intéressant qui va s'approcher plus de 80% ou même plus, dépendamment des moteurs qu'on va mettre en place. Là, je vous vois avec la question, j'ai fait des recherches là-dessus moi aussi, ça se peut pas. On a vu que le code électrique nous laisse protéger nos moteurs, puis il nous donne des valeurs comme par exemple 125% du courant nominal du moteur. Le câble doit être capable de supporter ça. Mais pourquoi? Parce qu'ils prennent en compte le facteur de puissance, mais ils prennent en compte aussi qu'il faut travailler avec des moteurs qui vont être adéquats pour nos charges. Okay? Si on met un moteur beaucoup trop gros, pour une charge en particulier, ben une fois, c'est pas si pire. Mais si on fait ça dans l'usine au complet, on va se ramasser avec des problèmes parce que on va consommer beaucoup trop de courant pour une mauvaise efficacité, puis on risque d'avoir des problèmes réels avec nos dimensionnements d'équipement. Avant d'arriver en entreprise, là, j'avais vu ça, là, les facteurs de puissance, puis tout ça, puis je me disais que c'était des belles notions théoriques, puis c'était correct que ça apparaissait sur la facture d'Hydro-Québec, mais on ne pourrait pas le voir nulle part d'autre dans l'industrie, et je m'étais vraiment trompé. Je vous ai parlé un peu de mon projet de changement de transformateur au BPC. Bien, dans ce projet-là, il n'y avait pas juste des transformateurs à changer, il y avait aussi des banques de condensateurs qui servaient à corriger le facteur de puissance. Dans l'usine où j'étais, c'était fait un petit peu comme ça. Fait qu'il y avait des banques de condensateurs qui étaient près des moteurs. Ce n'étaient pas des moteurs individuels, c'était des centres de contrôle moteur. Donc, c'est une série de moteurs qui sont contrôlés par des démarreurs dans un centre de contrôle moteur. Et chaque centre de contrôle moteur avait une banque de condensateurs qui lui était attachée pour corriger le facteur de puissance de l'ensemble des moteurs de ce centre de contrôle moteur. Ben, pour faire le changement de ces transformateurs-là, pendant que les machines fonctionnaient, on avait des sectionneurs, fait qu'on mettait la banque de condensateurs à off et on pouvait en effectuer le remplacement hors tension et tout allait bien, la machine continuait de fonctionner. Par contre, il y a un des centres de contrôle moteur, quand on a désactivé la banque de condensateurs, les fameux afficheurs qu'on avait comme ça, ben, le courant qui passait dedans s'est mis à augmenter beaucoup. OK? Ça ne l'a pas fait déclencher rien tout de suite parce qu'on était encore correct. Là, on avait le droit à 1000 ampères, on était à 950. Il nous reste du jeu, on est correct. Mais tout à coup, il y a un autre équipement qui est parti pendant qu'on remplaçait le condensateur et
tout a déclenché. Je vous dis, ça a arrêté la machine à papier au complet. Ça a fait un shutdown d'usine, il a fallu tout repartir ça. Fait que c'est réel l'impact que ça a, les banques de condensateurs, sur les courants qui sont fournis par les transformateurs, par les centres de contrôle moteur, par nos câbles. La réalité est là, ça existe pour vrai. Ça a pris quelques heures à repartir la machine pour un simple condensateur qui théoriquement ne servait pas à grand-chose, mais qui avait son utilité vraiment importante. Un exemple pratique, disons, comment on fait pour appliquer ça. Dans le fond, je vous fais un petit exemple bien rapide. Là. À partir du circuit suivant, quelle est la valeur de condensateur qu'il faut mettre pour corriger le facteur de puissance? En fait, ce n'est pas vraiment la valeur du condensateur que je veux, mais c'est la valeur de la banque de condensateurs. Et des banques de condensateurs comme ça, on achète vraiment ça en cover, okay? Quand on magasine ça pour les remplacer. Donc, si j'ai une source ici, 600 volts, 60 Hz, j'alimente un moteur qui a une puissance réelle, une puissance active de 100 kW et un cos de phi de 0,75. Okay? Qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter comme banque de condensateurs pour être capable de corriger mon facteur de puissance, puis dans ce cas-ci, de le ramener à 1. Okay? Je veux une situation parfaite. Donc, les formules que je vous ai données plus tôt, c'est celle-ci. Donc, le facteur de puissance est égal à cos de phi est égal à P sur S. Le S est égal à racine carrée de P carré plus Q carré. Donc, si on fait un petit peu de manipulation de formules, on va retrouver que S est égal à P sur cos de phi, 100 kW sur 0,75, qui nous donne 133 kVA. Donc, notre S ici est égal à 133 kVA. C'est pas encore ça que je cherche. Moi, je veux trouver le Q que j'ai ici pour savoir de combien de kVAR je vais devoir corriger pour arriver à un chiffre parfait. Donc, je l'ai nommé tantôt la fonction, là, S carré est égal à P carré plus Q carré. On isole Q, on se retrouve avec cette formule-là, donc 133 carré moins 100 au carré. On se retrouve avec 87,68 kVAR de puissance réactive qu'il faut corriger. Fait que si je voulais faire une correction parfaite, j'appliquerais une banque de condensateurs de 87,68 kVAR aux bornes de mon moteur. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui arrive parce qu'on ne vise pas le 100%, mais il ne faut pas dépasser, il ne faut pas aller de l'autre côté. On vise de ramener notre facteur de puissance plutôt dans le coin de 90%. Puis, comme tous les autres équipements électriques, ben, les banques de condensateurs ne seront pas des chiffres exacts comme ça. Donc, on va souvent se laisser une certaine marge de manœuvre pour ça. Il y a certaines autres règles qu'il ne faut pas dépasser 15% de la valeur d'un transformateur, mais je vous parle un petit peu des différentes techniques qui existent pour corriger ça. Ça, c'est une protection locale. Ça veut dire qu'à chaque point, à chaque moteur, je vais venir corriger mon facteur de puissance. Je peux faire des compensations différentes. Okay? Je peux faire une compensation individuelle, comme on vient de voir. Fait que la batterie de condensateur est raccordée directement aux bornes de la charge, okay? Souvent un moteur. Cette compensation-là est envisagée lorsque la puissance du moteur est importante par rapport à la puissance souscrite. Quand tu as des gros moteurs, tu veux venir protéger localement. Ça, c'est la technique idéale, puisque l'énergie réactive est produite à l'endroit où elle est consommée. Exactement à l'endroit de la perte. Ça veut dire que tout ce qui est en amont ne va pas subir cette perte-là, ne va pas subir ce transport d'énergie inutile-là. Okay? Par contre, bon, à un moment donné, si on fait ça pour chacun des moteurs, qu'on a des petits moteurs de 5-10 HP, c'est économiquement pas rentable du tout de faire ça. Donc, on va aller faire des compensations qui sont locales ou par secteur. C'est ce que j'ai vécu là, chez Cascade. On avait des par secteur ici. Ça veut dire que chaque centre de contrôle moteur avait un condensateur qui compensait pour l'ensemble de la charge du centre de contrôle moteur.
Euh, Ça convient lorsque l'installation est étendue et comporte des ateliers dont les régimes de charge sont différents. OK? Et sinon, on peut faire une compensation globale. Ça veut dire qu'on fait notre distribution d'usine au complet, puis on vient protéger à la source. Souvent, il y a on voit ça, là, il y a un centre de transformation qui est à l'extérieur de l'usine, dehors, une espèce de sous-station qui fournit l'usine au complet, et on vient faire la correction à cet endroit-là, ce qui décharge notre centre de distribution, notre station extérieure, qui fait qu'on n'a pas de pénalité d'Hydro-Québec, mais le reste de notre usine va fournir tous nos dispositifs, dans le fond, vont fournir cette énergie-là, puis on est prêt à vivre avec. Les types de compensation, on continue, on peut l'avoir fixe. Donc, moi, j'ai mis un condensateur d'une valeur fixe à côté de mon moteur. Quand j'alimente mon moteur, j'alimente mon, euh, ma capacité en même temps. Donc, ça fait la correction, mais ça, c'est fixe. OK? Elle est toujours là. C'est tout ou rien. Il existe aussi, dans le fond, je vous en fais mention ici, là, la compensation est utilisée, il ne faut pas dépasser 15% de la puissance du transformateur parce que ça peut aussi, si on n'a pas nos moteurs qui consomment l'énergie, les condensateurs vont faire une augmentation de la tension et ça peut être dommageable pour les transformateurs. Fait que la règle de base, c'est de ne pas dépasser 15% de la puissance de transformateur en charge réactive. Pas en charge réactive, mais en source réactive, donc en condensateur. Sinon, on peut faire une compensation automatique. Souvent, là, les manufacturiers, maintenant, ils vendent ça. C'est des banques de condensateurs automatiques. Fait que ça mesure en temps réel les charges réactives et euh, consommées par l'usine et ça va mettre à on ou à off des portions des banques de condensateurs pour venir corriger le facteur de puissance automatiquement. Souvent, c'est ce type de dispositif-là qu'on voit à l'entrée des usines en installation électrique qui vient corriger pour diminuer les pénalités d'Hydro-Québec. Donc, je vais vous montrer euh, comment ça se passe en réalité. Euh, disons ABB. OK? Eux autres, ils fournissent des banques de condensateurs. OK? Ils fournissent des banques de condensateurs locales pour des moteurs, locales pour des centres de contrôle moteur, mais ils fournissent aussi des banques de condensateurs automatiques pour des usines au complet. Fait que là, voici un exemple d'étude qui est faite pour une entreprise. OK? Donc, la façon que c'est fait, c'est que ABB va demander à l'entreprise de lui fournir toutes les factures de la dernière année. OK? Donc, il regarde, en janvier, on a consommé ça, on avait un facteur de puissance de 81%. Le nouveau facteur de puissance, si on fait la correction, on vise 92 dans votre cas. OK? Il détaille tout ça avec les économies potentiel réalisé. OK? Fait que ce mois-là, tu avais eu 1000 $ de pénalité. En février, tu avais eu 1100 $ de pénalité. OK? Puis il y a des moments où tu as eu moins de pénalité. Fait que ton usine a probablement moins produit. Tu avais moins de charges. Donc, voyez-vous, dans cet exemple-là, ça se peut qu'on ait besoin d'un système qui soit automatique pour compenser, pas avoir la même compensation en tout temps dans l'année. Mais c'est le genre d'étude qui est faite par les distributeurs qui vendent des banques de condensateurs automatiques. Maintenant, on regarde que l'économie annuelle est de l'ordre de 12 000 $. Donc, c'est sûr que le manufacturier peut arriver et dire que ça te coûte, je sais pas, 24 000 $ ton équipement, mais tu vas peut-être être prêt à l'investir parce que tu es capable de rentabiliser ça en dedans de 2 ans. Puis après ça, ben, tu sauves 12 000 par année euh, pour encore un autre 20 ans. Donc, ça peut être très avantageux de faire ces corrections-là. Donc, ça montre un petit peu là, les différentes puissances puis tout. Puis c'est comme ça qu'ils viennent dans le fond, vendre le système puis donner le temps de rentabilisation d'un système comme ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui se font facturer des frais de trop.
Puis ça, c'est une très bonne façon de s'en sortir une fois que ton usine existe. Si tu fais une nouvelle usine, comme vous faites avec le projet 2, puis qu'on vous demandait de corriger le facteur de puissance, normalement, on construit une nouvelle usine et puis on planifie la distribution électrique, on va tenir compte de ça, puis on va agir tout de suite. On va choisir notre façon de réagir en fonction du type de distribution qu'on fait dans l'usine, sauf que on ne va pas se retrouver avec des pénalités d'Hydro-Québec. Il va falloir penser à notre affaire. Si on n'a pas fait ça comme il faut, ben, on va payer, mais là, on va vraiment payer pour rien. Donc, c'est ce qui fait le tour pas mal des corrections de facteurs de puissance. L'autre sujet que ça amène, vous allez voir un petit peu dans la documentation que je vous suggère de lire cette semaine, on va parler d'harmonique. OK, je ne rentre pas dans le sujet aujourd'hui. Je vous laisse peut-être jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je vais essayer d'y revenir probablement la semaine prochaine, parler un petit peu des harmoniques. On ne fera pas des gros calculs intenses là-dessus parce que ça prend des instruments de mesure pour les mesurer, mais sachez que les banques de condensateurs automatiques souvent ont aussi des possibilités de venir corriger les harmoniques qui vont être générées principalement par les variateurs de fréquence pour les moteurs. Euh, donc, venir corriger ça parce que ça peut causer d'autres problèmes dans votre réseau de distribution électrique.